Une image forte en ce début d'après-midi nous vient d'Ukraine. Aujourd'hui, vous allez le voir, l'arrivée ce matin de la délégation européenne. Les chefs de la diplomatie de l'UE, accompagnés de leur représentante, Kaja Kallas. Ils sont sur place et ils viennent participer à la cérémonie organisée en mémoire du drame de Boutcha, cette commune toute proche de la capitale où des centaines de corps de civils avaient été retrouvés, souvenez-vous, abandonnés pour certains dans les rues par les forces du Kremlin. Boutcha est devenu très vite un symbole des crimes de guerre que la Russie continue de nier. Cette date anniversaire est l'occasion pour nous d'évoquer la judiciarisation des crimes commis par la Russie, de faire aussi le point sur l'état de la guerre et des négociations qui continuent, sans grand effet visible en tout cas. Christine Dugouin-Clément, bonjour et merci d'être à nos côtés. Vous êtes analyste en géopolitique, spécialiste de la Russie. Avant de regarder ensemble quelques images, en un mot, qu'est-ce que Boutcha vous évoque à vous ? Boutcha est assez représentatif de la façon dont la Russie mène cette guerre, c'est-à-dire que là, clairement, on a eu des crimes de guerre qui ont été reconnus, on a le tribunal pénal international qui s'en est saisi. Ce que l'on voit aussi, c'est, et c'est assez, pour moi, saisissant, c'est un décalage entre le discours politique porté par le Kremlin et la réalité des faits, la réalité du terrain. J'en prends un exemple tout récent, c'est l'interview que l'on a eue du ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui est du premier cercle du président Poutine depuis très longtemps sur nos ondes, où on a eu un grand exemple d'historiographie, où on a eu le passage des narratifs russes, donc l'historiographie entre la différence entre l'histoire reconnue par les historiens sur des consensus de faits objectivables, et bien c'est une lecture particulièrement partiale de ce que l'on a eu sur l'histoire, et où finalement on a une tentative d'imposer cette décision-là, et au cas particulier c'est assez dommage, alors par différents processus, enlever l'oreillette de la traduction, et puis en jouant d'une position, en jouant d'une forme de certitude qui fait qu'on ne lui porte pas la contradiction, là ça aurait dû être fait, alors que, malgré tout, les faits objectifs montrent ce décalage. Et c'est ce que l'on retrouvera dans la négociation. C'est un entretien qui a été très décrié, qui a eu lieu sur France 2, chez nos confrères de France 2. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire Alors, il est toujours très facile face de à refaire le Sergueï match Lavrov et un discours après. Aussi bien réfléchi, aussi bien posé. Encore une fois, il est toujours facile de faire le discours après, et c'est à peu près comme... moi, je peux commenter un match de foot, ne me mettez pas sur la pelouse. C'est pour ça que je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il aurait fallu mettre en avant en tout cas, essayer de repointer là où on est dans de la négation de faits objectifs. Et ça, c'est extrêmement délicat, bien évidemment. Mais on sait qu'on va avoir ce discours qui sera posé. À la limite, quand on a des problèmes d'oreillette, dire écoutez, je crois qu'il y a un problème technique, on va couper, on va revenir. Avoir ce genre de choses. Puisque là, on a une inversion du rapport de force. Et quand on retourne dans des approches que l'on va retrouver dans des manuels depuis la guerre froide, eh bien, il y a notamment ce qu'on appelle le marathon verbal. C'est-à-dire d'arriver à vous faire un discours assez fleuve dans lequel vous allez vous noyer. C'est quelque chose qui a pu être utilisé, y compris dans des principes de négociation, en ne laissant pas la parole à la personne qui est en face de vous, alors que vous pouvez mettre comme étant un concurrent, un adversaire, un ennemi. Vous mettrez le gradient où vous le voulez en fonction des moments de l'histoire. Mais on a toute cette question-là et on doit s'interroger sur cette parole que l'on laisse et que l'on laisse diffuser sur un temps très long sans remettre en perspective les choses, sans redire, écoutez, là, les faits sont têtus. Pour mieux aussi, parfois, à distance, la contredire. Et je crois que nos confrères de France 2 le font quand même assez souvent. Ces faits, ils sont documentés, commentés. On a eu accès à de nombreux témoignages, évidemment, en 4 ans. La presse a fait son travail depuis en se rendant à Boutcha. Il y a de nombreux journalistes qui sont allés sur place. On sera avec Gulliver Krag dans quelques instants, qui y était ce matin. Il est notre correspondant en Ukraine. Je vous propose, avant d'aller plus loin, de regarder quelques images, quelques chiffres clés aussi. Retour sur ce jour où l'Ukraine et le monde ont découvert les horreurs de cette guerre commise à quelques kilomètres seulement de la capitale ukrainienne et que les Russes pensaient prendre en une opération éclair. Ça n'a pas été le cas. Le résumé est signé Lou Kisiela. Leurs noms résonnent dans la nuit. Ceux des Ukrainiens tués à Boutcha il y a 4 ans. Cette ville de la banlieue de Kiev, devenue triste symbole des atrocités commises par l'armée russe. Le mari de Yulia a été abattu dans sa voiture par un sniper. Dès qu'il est rentré dans sa voiture, le sniper a tiré sur tous les sièges. La balle est entrée dans sa colonne vertébrale. Je veux qu'on se souvienne de ce qu'il s'est passé ici, pour que ça n'arrive plus jamais ailleurs. Il y a 4 ans, l'armée ukrainienne reprenait Boutcha aux troupes russes, à une trentaine de kilomètres de Kiev. Un charnier les y attendait. Des centaines de cadavres abandonnés dans des fosses communes et dans les rues. Certains les mains attachées dans le dos. L'état de décomposition des corps et des images satellites
révèlent qu'ils sont là depuis des jours, voire des semaines. Toute l'Europe s'indigne alors. L'impensable s'est produit ici. Nous avons vu la cruauté de l'armée de Poutine, l'inconscience et la froideur avec laquelle ils ont occupé cette ville. Ici, à Boutcha, nous avons vu notre humanité écartelée. Les autorités ukrainiennes dénoncent des crimes de guerre, des actes de torture et des viols commis par l'armée russe à Boutcha. Des accusations niées par le Kremlin. Ces habitants ukrainiens ont survécu à l'occupation de leur ville. Sur la tombe de son fils, cette femme est épuisée par plus de 4 ans de guerre. Je suis revenue en me disant que Boutcha était enfin libre. Je croyais que la victoire était proche. Malheureusement, nous voyons aujourd'hui à quel point la situation reste difficile. C'est pourquoi nous devons tous nous unir, les peuples du monde entier, et faire en sorte que les Russes quittent notre territoire, qu'ils repartent vers l'Est et vers le Nord. L'identification des corps a pris de longs mois et l'enquête pour trouver les responsables est toujours en cours. Les autorités ukrainiennes estiment que 1400 personnes ont été tuées dans la région de Boutcha, dont plus de 600 dans la ville même. Le plus âgé avait près de 100 ans, le plus jeune, à peine 1 an et demi. Voilà pour le rappel de ces faits. On est avec vous, Gulliver Krag. Bonjour, qu'on ne présente plus notre correspondant en Ukraine, vous qui couvrez ce conflit évidemment depuis ses débuts, vous qui avez fait partie de ces premiers journalistes à se rendre sur place aussi. Vous y êtes retourné ce matin à Boutcha, c'est à 25 km de Kiev, donc pas loin de la capitale. Vous avez pris le pouls 4 ans après les massacres. La douleur, elle est encore très vive là-bas. Oui, mais les habitants de Boutcha ont aussi l'habitude de ces commémorations, de ces délégations de hautes personnalités importantes internationales. Et je pense que dans leur ensemble, ils comprennent que c'est important, surtout en ce moment, comme Christine Dugouin-Clément le disait, où les Russes persistent dans leur négation et trouvent le moyen d'avoir du temps d'antenne sur des télévisions d'Europe occidentale pour le dire. Il est important de rappeler au monde ce qui s'est passé à Boutcha, mais aussi que cela reste aussi un symbole de ce qui s'est passé ailleurs et n'éclipse pas ce qui s'est passé ailleurs et ce qui, selon de nombreux témoignages, continue à se passer dans les territoires actuellement occupés par la Russie, peut-être pas avec l'intensité qu'il y a eu dans ces quelques semaines d'occupation de Boutcha, mais régulièrement des civils dans les territoires occupés par la Russie sont tués. Il y a aussi de nombreux cas de torture et d'enlèvement. Pour les Ukrainiens, c'est très important de ne pas oublier cela. Boutcha, c'est quelque part aussi une vitrine pour la reconstruction de l'Ukraine. Et quelques habitants de Boutcha venus des territoires occupés, donc des personnes déplacées, déploraient le fait que ces délégations viennent. Ils voient la ville qui est relativement prospère en étant proche de Kiev et ont eu aussi cette injection de nouveaux habitants qui sont venus des territoires occupés. Cela représente peut-être une image un petit peu faussée aussi de ce qui a pu être fait en matière de reconstruction. Si vous allez à Izium, par exemple, dans la région de Kharkiv, autre ville qui a été libérée par l'armée ukrainienne en 2022, quelques mois après Boutcha, là, il y a beaucoup moins de reconstruction et les traumatismes et les exactions de l'armée russe qui ont eu lieu sont tout aussi vives là-bas. Alors il y a certaines personnes qui pensent que ce genre de commémorations qui font aussi bloquer toute la circulation, empêchent les gens de se rendre à leur travail à Kiev souvent parce que la route est fermée, agacent un tout petit peu, mais je crois que plus ils voient la nécessité de le faire, pas uniquement à cause des négations russes, mais aussi bien sûr de l'attitude des Américains qui dialoguent avec les Russes, qui minimisent un peu la condamnation de leur action en Ukraine, et aussi bien sûr la Hongrie, voisine de l'Ukraine, qui a en pleine campagne électorale en ce moment complètement fait disparaître la souffrance des Ukrainiens, des civils ukrainiens, des antennes de la télévision d'État en Hongrie, qui représente plutôt Volodymyr Zelensky et l'Union européenne comme étant une menace pour la Hongrie. À noter que Peter Szijjártó, le ministre des Affaires étrangères hongrois, n'est pas présent dans la délégation européenne aujourd'hui. Merci Gulliver, restez avec nous pour réagir de nouveau. Christine Dugouin-Clément.
Gulliver nous dit beaucoup de choses ici. Il y a un peu le côté décalé de ces commémorations. Les Ukrainiens, ils sont dans autre chose. Et puis on parle des crimes de Boutcha, mais les crimes, ils se poursuivent ailleurs. Pourquoi donner autant d'importance ici et pas là-bas? Il le dit très bien, Boutcha, c'est une vitrine, l'occasion évidemment de commémorer et de rappeler l'importance de garder les regards focus et braqués sur l'Ukraine en ces moments si difficiles. C'est aussi le symbole, Boutcha, de l'échec de la Russie. Rappelons-le, au moment où les Russes lancent leur opération, ils s'imaginent prendre Kiev en quelques jours, quelques heures. Ça n'a pas été le cas. Oui, alors il y a eu des erreurs de calcul qui ont pu être faites, probablement des erreurs de renseignement, et on ne peut que s'en réjouir pour l'Ukraine, ce qui a valu d'ailleurs des purges massives, y compris dans le département 5 du FSB, mais aussi dans le GRU, les services de renseignement qui étaient fortement mobilisés. Donc, héritier du KGB et renseignement militaire pour l'autre. Ce qui est aussi intéressant, c'est que sur Boutcha, ça a été une des très grosses prises de conscience de la violence dont faisait preuve l'armée russe du côté des Occidentaux, même si ça a été très bien dit, ces violences n'ont pas été réalisées que sur Boutcha, et elles peuvent s'inscrire dans le temps. On aurait même pu remonter à partir de 2016-2017 dans les territoires occupés du Donbass, où il y avait déjà eu des actes de torture. Mais là, on a quelque chose de très massif. Ça a été très largement documenté. Et ce qu'il est intéressant aussi, je pense, de rappeler, c'est que certains des acteurs du massacre de Boutcha ont fait l'objet de décorations, c'est-à-dire de reconnaissance par le Kremlin. Donc on est vraiment dans quelque chose d'un double discours complet. Et puis il y a aussi autre chose qui est extrêmement important pour les Ukrainiens, ce sont les enfants qui ont été emmenés, qui ont été déportés, qui font l'objet d'adoption, donc de russification. Et ça, c'est quelque chose qui touche au cœur les Ukrainiens, qui est un des enjeux. Le président Volodymyr Zelensky régulièrement le rappelle. Donc ça, ce sont des points qui sont extrêmement durs. Et puis, il y a aussi tout ce travail de russification qui se fait dans les territoires occupés et qui oscille entre incitation et contraintes, contraintes extrêmement fortes et violentes. Donc, on est dans cette approche-là et il ne faut pas se leurrer. On y reviendra probablement, mais l'approche de négociation, comme elle est pensée au Kremlin, n'a rien à voir avec l'approche de négociation telle qu'elle est comprise, entendue, si ce n'est espérée, côté occidental. Traditionnellement, côté occidental, on va vous dire qu'une négociation met tout le monde autour de la table pour arriver à un compromis, qu'un bon accord, et un accord où personne n'est pleinement satisfait, globalement. Quand vous regardez la façon dont la Russie gère ces négociations, non. Le principe est d'entériner dans l'ordre international, dans le droit international, ce qu'elle a gagné en l'outrepassant, en règle générale, par la force. Donc c'est la reconnaissance de ce qu'elle a gagné. C'est ce qu'elle cherche. Elle n'est pas dans autre chose. Ce qui explique que vous allez avoir parfois des demandes qui sont totalement maximalistes dans les rencontres, qui ne peuvent donc pas être acceptées, ou alors des délégations qui sont envoyées avec, si vous voulez, des seconds couteaux, ou en tout cas qui montrent le désintérêt que cela peut donner. On est vraiment dans quelque chose de totalement différent dans la façon dont la Russie va approcher ce conflit, sa potentielle résolution et le traitement qu'elle donne aux différentes parties prenantes. Alors, puisqu'on parle de ces négociations, on est beaucoup en train de commenter ces derniers jours, depuis 32 jours maintenant, les négociations et les discussions engagées par les Américains avec l'Iran et des intermédiaires au Moyen-Orient. Plus du tout à évoquer l'état d'échange entre la Russie et les États-Unis. Est-ce que ça se poursuit déjà et est-ce que c'est vain de continuer à attendre quelque chose à ce niveau-là au vu de ce que vous dites? Alors, ce qui est très délicat, c'est que l'on a pu voir des échanges entre la Russie et le Kremlin qui prenaient des formes qui pouvaient être tout à fait surprenantes. On se rappellera de Encourage, on se rappellera de différents sujets. Et puis, il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, une machine informationnelle russe derrière qui reprend tout ce qui est possible de reprendre. Je vous donne un exemple extrêmement simple. L'Ukraine a été particulièrement agile et particulièrement efficace pour s'adapter aux différents types de menaces, particulièrement les drones, que l'on parle des Shahed ou des Geran, avec une capacité de lutte anti-drone extrêmement efficace. Donc on est non seulement dans de l'innovation, mais dans de l'intégration de l'innovation dans la coordination de la guerre. C'est ça qui se joue en Ukraine, entre Ukrainiens et Russes. À l'heure actuelle, eh bien, cette question des drones se pose également en Iran. Le savoir-faire ukrainien est donc appelé à la rescousse. Il y a eu des propos ukrainiens en disant qu'ils étaient prêts à aider. La machine informationnelle russe est en train de vous dire qu'on est en train de faire du marchandage, voire de faire du chantage sur ce travail-là. Donc on a, si vous voulez, toute cette distorsion du discours, puisque au-delà de ce qui va se passer sur le terrain, et qui est éminemment important, puisqu'on parle du prix du sang, alors pour les militaires, pour les civils, on parle d'attaques d'infrastructures critiques, énergétiques pendant tout l'hiver, qui ont atteint extrêmement violemment les populations civiles, y compris
compris les plus vulnérables. Justement, les Ukrainiens, on a beaucoup dit que l'épreuve de l'hiver allait être cruciale, déterminante. Là, on est en train de sortir de l'hiver, on rentre dans le printemps. Ils ont réussi à tenir une année de plus. Cette année qui était particulièrement rude en termes de température, de climat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont les reins déjà et qu'ils pourraient reprendre l'avantage pour la suite? Mais ça veut dire que les Ukrainiens sont tout à fait conscients qu'ils sont dans une approche existentielle. Ils n'ont pas le choix. La Russie... Ils pourraient flancher. Ils pourraient flancher, mais leur choix est assez limité. Alors, évidemment, et quand il y a des cas, c'est repris de manière très forte. Il peut y avoir des gens qui hésitent, qui n'hésiteraient pas, mais ils sont là, ils tiennent. Ils ont passé l'hiver qui a été, vous l'avez dit, particulièrement violent, tout particulièrement pour les populations civiles, les infrastructures critiques, énergétiques, mais aussi tout ce qui était du traitement et de l'acheminement de l'eau ont été très fortement attaqués. Ce que l'on voit, et ce qui est assez intéressant, c'est que contrairement au narratif russe qui était de dire que le complexe militaro-industriel russe se portait très très bien et fonctionnait 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, je reprends les termes officiels, on s'aperçoit que c'est pas aussi vrai que ça, pour plusieurs raisons. Déjà, l'effort de guerre, le fait d'avoir énormément de gens que l'on emmène au front, eh bien, il va cibler quelle population? Majoritairement celle que vous aviez qui allait travailler dans le complexe militaro-industriel. Donc vous avez des trous à l'emploi. C'est-à-dire que même si vous voulez faire tourner en 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, vous n'avez pas forcément la main-d'œuvre ou alors vous n'avez pas forcément les moyens de les payer. Donc on a un petit peu un souci là-dessus. Et même s'il y a eu une montée en puissance de la fabrication des drones, alors les Shahed iraniens et puis ensuite les Geran qui sont à peu près l'équivalent russe, là où on a quelque chose qui pêche, c'est la capacité, ce que je évoquais tout à l'heure, d'adapter cette innovation et de l'intégrer directement dans de la coordination militaire. Là, les Ukrainiens, les Ukrainiens font très bien. Ils ont été extrêmement bons. On vient de voir cette attaque importante l'année dernière de drones, pour n'en citer qu'une, qui a visé le nord-ouest de la Russie. Je ne sais pas si on peut voir une carte ou des images, et qui a endommagé, de ce qui nous revient, le port d'Oust-Louga. C'est sur la Baltique. C'est un site crucial pour les exportations d'hydrocarbures russes. On voit que là, les Ukrainiens réfléchissent et s'en prennent à des points névralgiques très importants pour Moscou aujourd'hui. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des régimes autoritaires, de par l'histoire, ne s'effondrent que très rarement, pour ne pas dire jamais. Alors, faudrait revérifier, mais pour un seul choc. C'est-à-dire, un seul choc militaire ne suffira pas. Un seul choc économique ne suffira pas. Donc, il faut qu'il y ait plusieurs éléments pour arriver à ce que vous ayez ce changement fondamental. Les Ukrainiens le savent. Aller toucher l'approche énergétique et financière, eh bien, pour essayer de limiter la capacité de l'apport, du maintien de l'effort de guerre. C'est ce qui était d'ailleurs ciblé par les sanctions également. C'est important. Aller frapper sur le territoire, c'est-à-dire déporter le conflit. Il y a aussi un autre enjeu que la Russie va devoir gérer, sont le retour des militaires qui reviennent du front ukrainien sur la Russie, qui peuvent souffrir notamment de syndrome de choc post-traumatique, ce qui est quelque chose que l'on peut comprendre. Or, la Russie vient de casser tout son système d'aide psychologique aux militaires, une grosse partie. Et puis, vous avez des gens qui ont l'usage des armes, certains qui avaient un passé criminel, et vous avez une augmentation des violences sociales. C'est déjà le cas, des violences familiales notamment. Mais c'est la chronique d'une histoire annoncée. Ça n'est que la chronique d'une histoire annoncée. Plusieurs analystes de mes collègues et moi-même en avions parlé à un moment en disant cela va être compliqué puisqu'ils ne pourront pas absorber toute cette masse dans ce qu'on appelle des sociétés militaires privées qui vont travailler à l'étranger, y compris sur le continent africain. Certains devront réintégrer la vie civile. Et le rapport aux militaires, on voit comment il a évolué aussi avec le temps. Au début de la guerre, les militaires russes étaient acclamés par la population. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. On veut presque les mettre dans un coin. On veut plus les voir. Alors, je dirais ça de manière un petit peu différente. C'est-à-dire qu'il y a eu, de la part de l'État, un effort pour ne pas encaisser, si vous voulez, la colère sociale de dire que ce sont nos enfants qu'on est allé tuer pour une guerre, un peu les nachis, donc les nôtres. Nos bons petits gars, si vous voulez, qu'on a envoyés sur le front et qu'on a fait tuer. Donc, en fait, il y a eu un déplacement qui a été de pousser le narratif de dire... Ils sont allés se battre pour de très gros salaires, donc de les assimiler quelque part à des mercenaires. Ils sont morts, ils ont souffert, ils ont fait leur choix, c'est pour de très gros salaires. Donc en fait, pour essayer d'arriver à avoir cette espèce de dissension et de ne pas de faire que, si vous voulez, la colère sociale ne tombe pas forcément sur le Kremlin. Et puis vous allez aussi avoir une tentative de faire porter sur les régions les problèmes d'équipement. Ça, on l'a vu dans les 2 premières années du conflit, notamment, où c'était les gouverneurs qui étaient chargés de faire les recrutements et d'équiper une partie des militaires. Ce qui permettait au Kremlin de dire, et on l'avait vu dans les grands discours, les grands messes du président Poutine, je vais regarder ce qui se passe, il y a de la corruption, etc. Donc d'avoir, si vous voulez, une espèce de zone tampon
qui permettent au pouvoir de rester un petit peu hors d'une certaine grogne et au-dessus de la mêlée. Et ça, on le voit également là-dessus, et c'est pour ça qu'on a eu cette espèce de mutation dans le discours sur les soldats russes. On commence à sentir déjà, au vu de ce que vous dites, un début de colère sociale, de grogne sociale en Russie. C'est difficile de... Alors, c'est déjà extrêmement difficile puisque vous avez une bulle informationnelle qui est extrêmement robuste, qui a été mise en place petit pas par petit pas depuis une vingtaine d'années. Extrêmement difficile de parler en public. Tout à fait, et on a une structure étatique qui est quelque part conçue pour encaisser une certaine forme de choc. C'est-à-dire pour réintégrer même différentes voix qui ne seraient pas alignées avec le pouvoir. Et alors, soyons réalistes, certaines viennent de franges qui sont particulièrement nationalistes radicales, ce qu'on va appeler les faucons. Donc, d'en réintégrer une partie pour essayer d'arriver à ne pas avoir de vrais points d'achoppement, et puis d'avoir ce travail, c'est-à-dire de faire porter le blâme sur d'autres dans une autre méthode. Et là, quelque part, l'embrasement du Moyen-Orient qui fait monter les produits pétroliers, qui offre donc cette possibilité et qui met l'attention, et on le comprend, sur le Moyen-Orient, eh bien, offre une opportunité de respiration à la Russie et de capacité d'essayer de réavancer un petit peu plus facilement. J'aimerais qu'on en revienne à Boutcha et ce qui se joue aujourd'hui en Ukraine. Je crois que Gulliver est toujours à nos côtés. Il y a eu ce tweet tout à l'heure de Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne. On va peut-être le voir de nouveau. L'Europe se tient à vos côtés. Nous continuerons de fournir de l'aide militaire, financière, énergétique et humanitaire, évidemment, aux Ukrainiens. Ces mots, ils ont leur importance, j'imagine, là où vous vous trouvez, Gulliver, parce que l'Union européenne est le principal soutien financier de Kiev dans cette guerre. Or, les Européens ne sont pas parvenus à convaincre le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, de lever récemment son veto à l'adoption d'un prêt qui est pourtant très attendu chez vous, 90 milliards d'euros. Oui, le président ukrainien dit qu'il ne faut pas s'inquiéter parce que les Européens ont un plan B. Je pense qu'il dit ça pour rassurer les marchés, parce que les analystes ukrainiens disent qu'à leur connaissance, il n'y a absolument pas de plan B, sauf d'espérer que Viktor Orban perde les élections en Hongrie le 12 avril. Heureusement pour les Ukrainiens et pour les Européens, les sondages montrent que sa défaite est probable, mais ce n'est absolument pas une certitude, et il y aura un gros problème, je pense, parce que la Hongrie, sous Viktor Orban, et la Slovaquie aussi, est assez déterminée, et visiblement c'est sous l'influence de Moscou, dont ils espèrent obtenir de l'énergie à bas coût et d'autres avantages, qu'ils ont cette position. C'est certainement un grand problème, et ce n'est pas le seul problème. Maintenant que les discussions sur l'accession de l'Ukraine à l'Union européenne commencent à devenir plus sérieuses, avec même Ursula von der Leyen qui parlait de la possibilité d'une accession accélérée au mode on vous admet et puis vous remplissez les critères après. Il y a plusieurs pays, dont la Pologne est très favorable à l'Ukraine de manière générale, qui ont dit oh là là, parce qu'il y a beaucoup de questions encore à résoudre sur notamment comment des pays comme la Pologne vont faire face à une nouvelle concurrence ukrainienne en matière agricole notamment. Donc il y a aussi beaucoup d'autres disputes au sein de l'Union européenne par rapport aux relations avec l'Ukraine qui indiquent que le chemin dans les mois à venir ne va pas être facile. Merci beaucoup Gulliver Krag en direct de Kiev pour France 24 et ce rendez-vous, l'info du jour. Christine Dugouin-Clément, peut-être pour résumer le propos, faire le lien entre ce qui se joue aujourd'hui, commémorer cet anniversaire, 4 ans des massacres de Boutcha, la présence des Européens qui réitèrent leur plein soutien aux Ukrainiens, mais dans cette difficulté de débloquer ce prêt qui est pourtant crucial, parce que l'argent, ça permet évidemment aux soldats de continuer à faire la guerre et de bien lutter, bien résister face aux Russes. Comment est-ce qu'on peut regarder l'avenir? Je parlais tout à l'heure du printemps, c'est la renaissance, une nouvelle page qui pourrait s'ouvrir. On a beaucoup dit, s'ils réussissent à passer l'hiver, ils auront le meilleur des chemins qui s'ouvrira devant eux, l'occasion peut-être de l'emporter face aux Russes. Est-ce que vous voyez les choses comme ça aujourd'hui ? Ils ont passé l'hiver, ils résistent et ils font des choses absolument merveilleuses, mais ils ont besoin d'un soutien qui soit un soutien. Alors certes, il faut ce genre de commémoration pour marquer les esprits et pour rappeler ce qu'est la réalité de ce conflit, qui est encore une fois extrêmement polymorphe, que ce soit sur la guerre, que ce soit d'un point de vue cognitif, ou que ce soit en utilisant les approches financières, en utilisant le sabotage, y compris sur le territoire européen, il ne faut pas l'oublier. Donc on a tout ça qui est pris dans ce conflit. Maintenant, les Ukrainiens ont effectivement besoin
d'un soutien qui soit solide. Et une des difficultés, et je reviens à l'approche cognitive au sens large, cibler les cognitions, la prise de décision, c'est de jouer non seulement le temps, la division et la polarisation, y compris en Union européenne. Et dans ce cadre-là, des voix qui vont poser des vétos ou qui vont freiner le processus sont les meilleurs alliés de la Russie, on le sait. C'est aussi un des intérêts de faire la coalition des volontaires et de sortir potentiellement de simplement le niveau européen pour avoir d'autres niveaux d'alliance en bilatéral, en multilatéral, qui puissent venir renforcer et qui puissent venir aider. On est dans une période extrêmement mouvante où les alliances peuvent s'avérer moins prévisibles, à tout le moins. Et là, je rappellerai le discours du chef d'état-major de l'armée pendant le Paris Defense Strategy Forum. Maintenant, il faut bien réaliser que la défense de l'Ukraine, ça n'est pas que la défense de Kiev. Se joue aussi l'Europe et ce que l'on attend d'un droit international, certes perfectible, mais qui a le bonheur d'exister et en tout cas dans lequel je préfère que mes enfants vivent. Merci beaucoup Christine Dumont-Clément. Merci prie. d'avoir été l'invitée de l'Info du jour. On va évidemment revenir à cette journée commémorative dans le journal qui démarre dans quelques instants. Restez avec nous, à tout de suite.